j'ai nommé cette communication « L'énergie poétique de Sonia Chiambretto, un art de la réception ». Et le titre devrait s'éclairer par la suite. Alors, en guise d'introduction, je partirai de cette citation du philosophe Jacques Rancière, qui me semble donner un éclairage pertinent, au moins à un trait important du travail d'écriture de Sonia Chiambretto. C'est une phrase courte. « Le réel a besoin d'être fictionné pour être pensé ». J'entends dans cette phrase au moins 3 éléments. Premièrement, Jacques Rancière passe par un néologisme, ce verbe « fictionner », pour faire entendre la nécessité d'un travail poétique qui ne soit pas forcément contraint au format d'une fable aristotélicienne, début, milieu, fin, déroulement linéaire, enchâssement de péripéties et dénouement, mais qui tente d'opérer un fictionnement de la réalité, un mode de fiction sans forcément de modèle préalable, susceptible d'ouvrir nos yeux et nos oreilles à ce que nous ne voyons ni n'entendons pas ou plus dans la réalité. C'est en ce sens qu'il ne parle pas de fictionnaliser, mais bien de fictionner, ouvrant ainsi grand ouvert les possibilités de gestes de fiction qui créeraient un écart singulier dans la texture quotidienne de la réalité. Deuxièmement, Rancière rappelle cette évidence: la vérité, la réalité ou le réel d'un fait ne se donne jamais tout nu, tout cru, tout entier. Il faut passer par une élaboration imaginale ou imaginaire, un détour formel, un agencement poétique afin que quelque chose se mette à penser, afin que quelque chose mette la pensée en mouvement. Et cela d'autant plus dans notre société où nous consommons tant d'informations qui prétendent nous faire voir directement, sans véritable médiation, les événements, nous collent dessus et tout à la fois, nous en désolent et nous en vaccinent, nous fascinent et nous y rendent insensibles. Troisièmement, Rancière pointe dans cette articulation entre fiction et pensée qu'il ne s'agit pas de produire un message, une leçon, un énième discours, fût-il dénonciateur, fût-il même critique, qui ne ferait que s'additionner au bavardage et aux commentaires constants du monde sur lui-même. Le fictionnement qui donnerait un réel à penser doit toucher l'expérience sensible du lecteur ou du spectateur, alors même que cette expérience dans la vie quotidienne est sans doute fortement émoussée, saturée, voire même suturée par le flux audiovisuel dans lequel nous baignons. Donc, la proposition artistique doit mobiliser notre expérience sensible, intensifier d'une façon ou d'une autre l'usage de nos sens pour faire de nouveau du sensible l'endroit d'une expérience, d'un déplacement, d'une sortie de soi. Rancière le postule en ces termes: le travail de la fiction consiste à créer de nouvelles modalités de visibilité, des ruptures de l'ordre perceptif, des arêtes singulières d'un paysage sensible propre à s'opposer à la banalisation, bouleversement des hiérarchies sensibles, constitution de nouvelles manières d'être affectées. Et il ajoute: ce qui compte, justement, c'est de se désadapter, de se désidentifier par rapport à un mode d'identité, par rapport à un mode d'être, de sentir, de percevoir, de parler, qui justement colle à l'expérience sensible ordinaire telle qu'elle est organisée au cœur de la domination. C'est un philosophe aussi politique. C'est cela que veut dire émancipation. J'en viens donc à l'écriture de Sonia Chiambretto, alors à la fois en termes d'élaboration poétique et dramaturgique. Premier pan. Comme vous avez pu l'entendre, ou pour ceux qui connaissent mieux son œuvre, la pratique d'écriture de Sonia Chiambretto n'a jamais respecté les sujets, les intrigues et les formes par lesquelles le théâtre a l'habitude d'advenir, puisque sa démarche est d'abord et avant tout poétique
et que d'une certaine façon, elle ne cherche pas le théâtre. Sa première trilogie fait par exemple entendre la parole des sans-voix que livrent respectivement une jeune réfugiée tchétchène, un soldat de la Légion étrangère, des religieuses slovaques exilées dans des couvents français. Et bien d'autres invisibles, tout autant qu'inaudibles, vont suivre par la suite dans son œuvre. Donc cette œuvre procède de l'invention d'une plasticité à chaque fois renouvelée afin de capter les êtres et de réécrire la singularité de leur existence, ainsi à chaque fois de créer la forme qui lui semble la plus juste pour que ces existences se mettent justement à parler. Elle s'inscrit en ce sens dans la lignée d'une poésie objectiviste, celle de Georges Perec ou de Charles Reznikov. Et je voudrais citer ici un passage de Georges Perec que je trouve très fort et que je trouve très lumineux par rapport à la démarche de Sonia. Voilà ce que dit Perec. Les journaux, bon, c'était un temps où les journaux étaient beaucoup lus, les journaux parlent de tout, sauf du journalier. Les journaux m'ennuient, ils ne m'apprennent rien. Ce qu'ils racontent ne me concerne pas, ne m'interroge pas, et ne répond pas davantage aux questions que je pose ou que je voudrais poser. Ce qui se passe vraiment, ce que nous vivons, le reste, tout le reste, où est-il? Ce qui se passe chaque jour et qui revient chaque jour, le banal, le quotidien, l'évident. Le commun, l'ordinaire, l'infraordinaire, le bruit de fond, l'habituel. Comment en rendre compte? Comment l'interroger? Comment le décrire? Interroger l'habituel. Et justement, nous y sommes habitués. Nous ne l'interrogeons pas, il ne nous interroge pas, il semble ne pas faire problème, nous le vivons sans y penser, comme s'il ne véhiculait ni question ni réponse, comme s'il n'était porteur d'aucune information. Ce n'est même plus du conditionnement, c'est de l'anesthésie. Nous dormons notre vie d'un sommeil sans rêve. Mais où est-elle, notre vie? Où est notre corps? Où est notre espace? Comment parler de ces choses communes? Comment les traquer plutôt? Comment les débusquer, les arracher à la gangue dans laquelle elles restent engluées? Comment leur donner un sens, une langue? Qu'elles parlent enfin de ce qui est, de ce que nous sommes. Sonia Chiambretto part donc en fait toujours de documents, de témoignages, d'entretiens, de données sociologiques, d'archives, d'observations ethnographiques de terrain, d'éléments de langage, pour en dégager une épure poétique permettant d'appréhender autrement ces réalités premières et permettant ainsi de les donner à penser, désengluées de l'automatisme de leur perception. En fait, selon ses dires, elle travaille à l'endroit sans doute de plus en plus privilégié dans son écriture du témoignage, dans une relation qu'elle estime fortement empathique avec l'être qu'elle écoute et qu'elle réécrit. Peut-être pourrait-on dire en fait qu'elle témoigne poétiquement du témoignage brut qu'elle a entendu, mais peut-être également qu'elle surprend dans la parole brute des uns, des autres, une part de poésie qu'elle développe ensuite dans l'écriture. C'est pour ça que je parlais d'un art de la réception. Savoir recevoir et savoir réécrire ce qu'on reçoit. Son premier texte, Ch'to, interdit aux moins de 15 ans, est pour moi exemplaire à cet égard, est pour moi exemplaire à l'égard de cette grande inventivité formelle qui essaie de rendre compte d'une expérience qui semble pourtant très difficile à partager, celle d'une jeune réfugiée tchétchène qui a juste chuchoté à l'autrice, dans un français en cours d'acquisition, quelques éléments de sa traversée de l'Europe et des épreuves qu'elle a subies. Sonia Chiambretto s'est mise à l'écoute de ces bribes de mots. Puis elle a d'une certaine manière déporté dans la langue française ce qu'elle a cru percevoir du chaos
de cette expérience. Et le français s'en est retrouvé altéré. Dans Ch'to, l'autrice déstructure, hache, fragmente la langue, en la faisant parfois régresser vers l'onomatopée et presque vers le bruit de la voix. Elle travaille la typographie, la police, la taille des mots, la mise en page, en créant parfois quasiment un drame plastique sur la page. Elle invente même une sorte de signalétique étrange avec tout un jeu de flèches. Elle compulse des documents géographiques, des recherches linguistiques. Elle confronte la référence au mythe de Prométhée enchaîné de Io à des données géopolitiques. Tout cela tisse un montage où vient se prendre et se morceler à la fois un récit que l'on peut au bout du compte reconstituer, mais ce montage fait surtout surgir, en fait, les sensations d'ordre visuel, sonore, corporel, psychique, convoquées par le récit. Et là est la force de ce texte, dans la grande matérialité des sensations que l'écriture fait se lever d'une phrase à l'autre, d'un mot à l'autre, et dans les blancs du texte, qui agissent comme des déclenchements intérieurs et des temps en sourdine qui parlent silencieusement, souterrainement. Ce texte réussit à nous faire imaginer une vie dévastée, l'état de fantôme d'un sujet déraciné, tout en explorant néanmoins ou en questionnant le possible d'une résilience. C'est en portant le drame dans la langue elle-même que l'autrice parvient à nous faire rencontrer la voix d'une sans-voix, d'une sans-visage, celle que nous croisons dans nos villes sans nous arrêter. Georges D. Duberman, c'est un historien de l'art et un philosophe, a écrit cette phrase toute simple: « Pour savoir, il faut s'imaginer. » C'est-à-dire non pas simplement imaginer, mais bien s'imaginer, s'impliquer, s'involuer dans l'épreuve d'une altérité qui nous sort de nous-mêmes et nous donne à voir le monde autrement, qui le reconfigure en nous. Et Edith Duberman rappelle d'ailleurs que l'imagination était pour Hannah Arendt une faculté politique. Ch'to conte à sa façon une histoire, mais nous traduit donc en premier lieu les effets de cette histoire sur un corps et dans un sujet. Et donc dans ce texte, de l'informe prend forme, de l'invu se fait visible, de l'inaudible se fait entendre, une expérience se donne en partage sensible au sein d'une langue déroutée, ce qui n'est pas sans potentiel effet politique d'appréhension, de compréhension, voire même d'émotion, générant des subjectivations nouvelles pouvant déclencher plus tard une action plus proprement politique. Et Sonia va nous lire le début de Ch'to. C'est mon premier texte et je ne l'ai pas relu depuis. Là, je l'ouvre, j'ai l'impression. Coup de glotte. Le se réalise dans le larynx en accolant les cordes vocales et en empêchant le passage de l'air. Cela nécessite 1. Une brusque ouverture de la glotte sous la poussée de l'air interne. 2. Une brève fermeture du passage de l'air au niveau de la glotte. 3. Une remontée du larynx et la pression de l'air contenue dans la bouche. C'est le relâchement qui produira le caractère éjectif grâce à l'expulsion de l'air. Quand nous arrivons à Saint-Pétersbourg, ma mère avec ma grand-mère, ma sœur, ma nièce et moi, Sveta, nous sommes prises par la police. Les militaires, comme ça, sur le quai. Ils ont pris ma mère avec grand-mère, ma sœur, ma nièce et moi, Sveta. Ils, la police russe, ont dit « Vous êtes tchétchène, venez avec nous. On fait une vérification. On regarde votre papier. Qui êtes-vous comme ça ?» Il y a un froid là. Il y a beaucoup de neige, nos jambes s'enfoncent jusqu'aux genoux. Ils nous font rentrer. Nous sommes toutes rentrées. Ma mère, grand-mère, ma sœur, ma nièce, moi, Sveta, la police russe,
comme ça. Ils ont dit, les policiers russes, « Oh, pourquoi tu ne me regardes pas? Quoi? Tu as vu un fantôme ou quoi? Quoi ?» Ils ont bu, ils ont fumé, ils sont comme fous, comme ça. Ils, les policiers russes, articulent avec la bouche. « Pourquoi êtes-vous venus ici? Pourquoi faites-vous la guerre avec nous ?» Ils ont dit comme ça, et l'on ne peut rien dire. Et si l'on dit quelque chose, encore plus fort, comme ça. Et grand-mère aussi, elle est très vieille, comme ça. Très vieille, elle est très fatiguée, comme ça. Fatiguée, elle a très froid, elle dit « Je veux rentrer ». Ils ont dit « Non, non !» On est resté comme ça, 1 heure, puis 2, puis 3, puis comme ça. Ils ont dit « Non !» Ils ont dit « On veut connaître tout. On veut connaître votre identité. Qui vous êtes? Nom, prénom, comme ça. » C'est directement quand on est descendu du train à Saint-Pétersbourg 2 qu'ils nous ont prises directement débarquées. C'était comme ça. C'est à cause de la guerre, si. On est venu caché, là, pour un temps, un peu, attendre, comme ça. On ne voulait pas être là. On voulait juste attendre que la guerre soit un peu calme. Nous savons que nous ne pouvons pas retourner en fermer. Comment dire? Ils ont fermé les routes. Oui, c'est toujours comme ça. Où l'on ne peut pas sortir d'eux. Ils ont aussi fermé les routes. Où l'on ne peut pas, avec soldats russes, comme ça, rentrer en... Ils ont aussi fermé les routes. On ne peut pas. On doit attendre dans la cour, dormir dans la cour pour... Il y a beaucoup de monde, l'acier est froid, il y a beaucoup de gens qui veulent sortir et prendre le train. Ils sont glacés. Il y a urgence, ils doivent sortir, mais soldats russes ne veulent pas ouvrir les routes comme ça. Les réfugiés dans la boue. On dit, s'il vous plaît, nous devons traverser, ouvrez, s'il vous plaît. Soldat russe a dit à son tour, avec les bras, attends, attends, on va ouvrir. Après, l'avion est arrivé et il a bombé tout ça. Et j'ai vu ça. Mains, tête, bras, doigts, vache, tronc, colonne, sac. Je m'approche de ma mère avec grand-mère, je cache mon visage comme ça. Et c'est pour ça qu'ils disent « Oh, pourquoi tu ne me regardes pas? Quoi? Tu as vu un fantôme ou quoi? Quoi ?» Et moi, je n'ai rien dit. Oui, je veux dire quelque chose, mais ma mère me dit « Non, tu ne dis rien. Non, si tu dis quelque chose, ils seront très méchants maintenant. » Oui, c'est comme ça, voilà. Au bord, la Neva. Après 4 heures, comme ça, ils ont ouvert la porte, comme ça, allez, au revoir, à la prochaine fois. Ils ont fait. C'est la nuit, comme ça, 11h30, comme ça, tout est gelé. Grand-mère me dit, oh, Sveta, je suis très fatiguée. Comme vous venez de l'entendre, Sonia Chiambretto met donc du drame dans la langue. Et elle ne cesse en fait dans tous ses textes de construire des scènes de parole, non structurées par des événements, où elle étudie la langue et ce qui se joue ou ce qui se trahit de notre société au sein de la langue. Elle se captive donc des tournures que prend la langue lorsque s'y joue un espace politique de tension entre le majeur et le mineur, la domination et l'insoumission, lorsque se révèle une dramaticité en elle-même éclairante de l'actualité du temps. De là, l'expression que Sonia elle-même a forgée de langue française étrangère, pour nommer les résistances
mais aussi les inventions, les créations et toutes les pulsions insurrectionnelles se détectant dans l'élocution des déclassés, en tout cas des êtres les moins assurés sur le plan linguistique. Celle des jeunes lycéens, des zones d'éducation prioritaire, celle des primo-arrivants, comme Svetlana, celle des mineurs délinquantes de peine mineure, et, dans une moindre mesure, celle des employés du milieu de l'hôtellerie et de la restauration dans Supervision. Sonia Chiambretto se délecte de cette puissance de variation, et là est peut-être le secret de sa rythmique très singulière, de cette puissance de variation qui fait vaciller le pouvoir des constantes de la langue académique dominante, laquelle peut d'ailleurs également résonner comme une langue étrangère par les effets de mise en ordre, de dressage et de contrôle s'opérant dans le langage jusqu'à le déformer et le rendre monstrueux, tel le parler bureaucratique des bureaux de proximité du texte état civil. On vous en lira un passage tout à l'heure. Ces langues, elle ne les invente pas, mais elle les écoute chez les autres, elle les prélève, elle les sculpte et les restitue. La langue devient de la sorte un espace plastique de conflits larvés que l'autrice tend à objectiver en l'exposant dans la mise en page. Là, donc, est la force de cette écriture dans la grande tactilité des sensations que chaque texte entreprend d'agencer en inventant sa propre économie, dans le sensible en creux qu'est l'ouvrage, en refusant aussi bien l'expression des affects, qui sont souvent très contenus, très réservés, tout autant que la dénonciation didactique. Et là, elle se situe probablement dans la lignée du poète américain Charles Reznikov qui disait « La poésie présente l'objet afin de susciter la sensation. Elle doit être très précise sur l'objet et réticente sur l'émotion. » Et il s'agit moins, dans l'œuvre de Sonia, d'objet que de témoignages engagés dans une relation avec l'autrice. En tout cas, on retrouve la même nécessité d'une pudeur absolument vitale, poétiquement, pour se frayer un chemin vers l'autre et déconstruire les représentations qui lui font écran. Ce sont des textes, et je finirai par cet élément, qui prennent aussi délibérément le risque tactique d'une légèreté, voire d'une certaine naïveté, qui ne veulent pas y toucher de trop près, comme on dit. Et je voudrais faire entendre à cet égard une courte analyse de la naïveté formulée par Georges Didi Huberman, qui peut participer à l'éclairage de la langue de Sonia. La naïveté n'a rien à faire avec la simplification idiote des choses. C'est plutôt une ouverture particulièrement confiante à la voluptueuse complexité, relations, ramifications, contradictions, contacts du monde environnant. C'est le plaisir d'accepter interrogativement une telle complexité. C'est le plaisir de vouloir jouer avec. En ce sens, la naïveté est aussi créatrice qu'elle est réceptrice. Comment alors peut-on dire du regard naïf qu'il serait capable de faire apparaître une causalité à travers la surface mouvante des choses sensibles? C'est pourtant bien ce qui arrive quelquefois, lorsque la naïveté devient cette capacité phénoménologique de ne pas éviter les évidences. C'est ainsi peut-être que l'écriture de Sonia Chiambretto respecte les êtres et les existences qui l'ont inspirée, et qu'elle leur donne, par une procédure de stylisation, une nouvelle vie, poétique, versifiée et rythmique, et qu'elle fait surtout s'imaginer au lecteur une expérience qui lui est étrangère, réagençant en lui une élasticité du sensible. Et
on va vous lire avec Sonia une scène d'état civil et on s'arrêtera là. J'ai oublié mon livre, alors on est obligé de se mettre... On bricole un peu. Mais là, par contre... Théâtre des opérations. Numéro 123. Un homme en boubou de cérémonie et son fils, 13 ans. L'homme. Bonjour, madame. Allo Mairie m'a envoyé un SMS. Je viens chercher la carte d'identité de mon fils. L'agent public. Il y a un petit problème. Je ne peux pas vous la donner. L'homme. Comment ça, il y a un petit problème? L'agent public. Je ne sais pas trop quoi vous dire, c'est compliqué. L'homme. Comment ça, c'est compliqué? Je viens chercher la carte de mon fils. L'agent public. Monsieur, ne commencez pas à crier. L'homme. Je ne crie pas du tout. Ça fait 1 an que j'attends cette carte. Un deuxième agent entre. Le deuxième agent. C'est la maman qui a déposé le dossier, c'est elle qui doit venir chercher la carte. Que ça vous plaise ou non? L'homme. Pourquoi dites-vous ça? L'agent public. Calmez-vous. Elle dit ça parce que c'est la règle chez nous. L'homme. La maman travaille. Elle fait des ménages à l'autre bout de Marseille. Elle ne peut pas quitter son emploi dans la journée. C'est mon fils. Je prends sa carte. L'agent public. Je ne sais plus, moi. L'homme. Comment vous savez plus? L'agent public. Calmez-vous, s'il vous plaît. L'homme. Donnez-moi ma carte d'identité. Le deuxième agent. Tu veux faire le nerveux? C'est ça? L'homme. Donnez-moi ma carte d'identité. Ça fait 1 an. Je ne suis pas fou. L'agent public. Monsieur, calmez-vous. L'homme au deuxième agent. Donnez-moi la carte d'identité. Je vais vous frapper. Arrêtez de jouer avec mes nerfs. Le deuxième agent. Tu veux me frapper? Tu crois que j'ai peur? L'agent public au fils. Jeune homme, venez vite, emmenez votre papa dehors avant qu'il ne fasse une bêtise. Pourquoi tu dis que tu ne sais pas? Donne-moi la carte d'identité. Tu m'as appelé. Pourquoi tu m'as appelé? Ça fait 1 an, je ne suis pas fou. 1 an que ça dure. Pourquoi tu dis que tu ne sais pas? Tu sais, je suis le père des enfants. Je ne suis pas fou. Aujourd'hui, je viens chercher la carte d'identité de mon fils. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué? Je suis le père et tu m'insultes. Arrête. Ça fait 1 an que tu joues avec mes nerfs. 1 an pour la carte d'identité de mon fils. Je suis son père. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué? Donne-moi la carte d'identité. J'ai envie de te frapper. Je vais te frapper. Je frappe. Je ne suis pas fou. Je ne suis pas fou. Je ne suis pas fou. Donne-moi le document. Wouh! Wouh! Bam! Monsieur, je ne vous donnerai rien. Wouh! Wouh! Vous voulez faire le nerveux? C'est ça? Wouh! Wouh! Bam! Vous voulez que je fasse la nerveuse? Wouh! Wouh! Bam! Rien du tout. Wouh! Wouh! Bam! Rien à faire. Vous voulez faire le nerveux? Vous voulez que je fasse ma nerveuse? Je ne vous donnerai rien du tout. Wouh! Wouh! Vous criez? Allez crier dehors. L'homme. Au revoir, madame. Je reviendrai avec la maman. Le fils. Je reviendrai seule. Veste à capuche. Lunettes de protection. Couvercle de casserole. Gants épais. Écharpe. Spray de peinture. Basket pour courir vite.